à toutes et à tous, bienvenue à ce 18e épisode des lundis de Ruralytique. Depuis le mois de janvier jusqu'à la fin du mois de juin, tous les lundis, on se retrouve pour parler de la jeunesse et de la ruralité, et accessoirement un peu du numérique aussi, dans la perspective de la 16e édition de Ruralytique qui se tiendra les 24, 25 et 26 août prochains à Aurillac, comme d'habitude, en présentiel, évidemment, sauf contre ordre, évidemment. Ce soir, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir Claire Bellet, qui représente l'ADRE, que je la laisserai présenter, sur un sujet qui nous intéresse particulièrement, c'est l'accompagnement des jeunes adultes sur un territoire. Effectivement, avec deux clés d'entrée qui sont parfois la logique de seconde chance, comment récupérer, entre guillemets, des jeunes en situation compliquée, mais aussi un autre versant qui est comment soutenir un certain nombre de talents. Nos jeunes dans les territoires ruraux et de montagne ont du talent aussi, et donc comment on peut soutenir leurs projets, les accompagner dans la réussite, tout simplement, et dans l'épanouissement de leur potentiel. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Claire Bellet. Merci encore, Claire, d'être avec nous pour nous présenter l'ADRE et aussi donc détailler ce qu'est ce dispositif d'accompagnement des jeunes adultes. Merci Sébastien, merci à Ruralytique que l'on apprécie et dont on suit les travaux de nous avoir invités. Donc, je suis Claire Bellet à l'association ADRE, Association pour le développement en réseau des territoires et des services, une association qui a une vingtaine d'années, basée à Gap et à Chambéry et qui agit sur le massif alpin pour développer l'accessibilité des services au public en ruralité. La mission cœur et historique de l'ADRE, c'est de porter, d'être centre de ressources et d'appui pour le réseau des maisons de services au public, aujourd'hui connu sous le nom de France Service, puisque piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et puisque l'on parle d'accessibilité aux services et que l'on accompagne les territoires, des territoires de projet, des pays, des communautés de communes et des départements depuis 20 ans sur cette question des services à la population, ça nous amène depuis une petite dizaine d'années à travailler à travers différents projets, je dirais quelque part à chercher à lever ces freins périphériques à l'accès au droit, à l'accompagnement des démarches administratives dans les territoires ruraux. Et ça nous amène à traiter de la question d'inclusion numérique, de Smart Village, c'est pour ça que l'on connaît Ruralytique, puisqu'on est investi sur la question. Et aussi, depuis 3 ans, ça nous a amené à nous intéresser aux logiques d'accueil et d'accompagnement des jeunes adultes en ruralité, puisque, bien sûr, ils sont l'avenir des territoires et également peut-être une chance, une opportunité pour revisiter les manières de vivre et habiter et travailler demain au pays, comme c'était la formule consacrée, et certainement aussi peut-être d'imaginer de nouvelles manières de faire en lien aux côtés des acteurs de territoire et des collectivités. Et ce projet qui nous a permis d'analyser et capitaliser ces leviers s'appelle le projet Agiter, qui est un projet qui a été lauréat d'un appel à projet du Réseau rural national en 2018 et qui a duré 3 ans. Et donc, on arrive à l'issue de ces 3 années de projet que l'on a mené aux côtés de 4 autres partenaires que je vous présenterai. Mais en attendant, je vais vous partager mon écran pour vous permettre de suivre le déroulé de ma présentation. Cette présentation aura un double objectif dans un temps très court. La première, ce sera de vous faire quelque part goûter à la teneur des résultats qu'on a pu tirer de ces analyses, de ces dynamiques d'accueil de jeunes adultes et d'accompagnement des jeunes adultes dans les territoires ruraux, à travers des leviers concrets que vous, en tant qu'acteurs des collectivités, acteurs des territoires, voire élus, vous pourriez demain activer. Et le deuxième objectif sera de vous présenter aussi toutes les ressources qu'on a pu capitaliser à travers ces 3 années, qui sont des ressources et des outils que vous pourrez mobiliser pour vous aider à conduire votre action, on l'espère. Voilà, donc je vais vous partager ma présentation. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà.
Donc, Agiter vous aider à construire vos projets d'accompagnement des jeunes adultes en ruralité. Donc, ce projet Agiter, pendant 3 années, je vous l'ai dit, il a visé à analyser ce qui pourrait être les enjeux et les leviers de l'accompagnement des jeunes adultes en ruralité. Très concrètement, il a consisté en trois choses: à capitaliser, à étudier les leviers, à repérer des expériences inspirantes qui nous paraissaient inspirantes en France, et à les analyser, les décortiquer, à en tirer tout l'implicite pour se dire quels sont vraiment les leviers à cet accueil, à cet accompagnement de jeunes adultes. Il y a eu un certain nombre d'expérimentations en lien avec des jeunes adultes dans des territoires d'action qui ont été conduites. Par exemple, la caravane des possibles, un accompagnement en itinérance d'une quinzaine de jeunes pendant 3 éditions, avec des temps collectifs et individuels, donc vous voyez la photo en bas, ou par exemple l'Agitour, un accueil en itinérance sur le territoire du Kéra, pour se dire comment l'immersion de jeunes sur un territoire et la mise en relation avec des professionnels pour découvrir les métiers et les territoires peuvent être un levier pour attirer éventuellement des jeunes. Voilà, ce sont 2 exemples pour dire que ça a aussi été l'occasion d'expérimenter. Et bien sûr, le 3e objectif de ce projet, c'est ce que je fais ce soir, c'est d'en diffuser les résultats le plus largement possible dans une perspective d'appropriation. Alors, pourquoi on s'est intéressé à la question des jeunes adultes? Et puis, c'est le fil rouge cette année de Rurality, et on se dit qu'il y a des concomitances fortes aussi après plusieurs années d'études sociologiques et d'études par des acteurs de territoire de cette question des jeunes adultes ou des jeunes ruraux. Vous avez certainement entendu parler de Benoît Coquart, par exemple, Les jeunes qui restent, d'un certain nombre d'études où les gars du coin, les filles du coin, par l'INGEP et un certain nombre d'autres acteurs de la recherche ou d'études sociologiques nationales, ce sujet-là converge pour dire que c'est un point d'intérêt pour le développement rural aujourd'hui et demain. Il s'agit de s'y intéresser, et de la même manière qu'il s'agit de s'intéresser à la transition numérique des territoires, comme le sujet Smart Village, eh bien les jeunes adultes sont un enjeu. Oui, le constat, c'est bien qu'il y aurait quelque part une certaine difficulté à prendre en compte la place de ces jeunes adultes au sein des territoires et en lien avec les acteurs. Et ce qui pourrait sembler pourtant un enjeu crucial pour conduire les dynamiques de développement, c'est le constat un petit peu intuitif qui nous a fait partir sur ce projet-là. Évidemment, on se dit, pourquoi faire? Évidemment, pour un certain nombre de territoires qui historiquement se sont attelés au sujet de l'accueil et de l'accompagnement des jeunes adultes, la Creuse, le Limousin, le plateau des Mille Vaches, la Corrèze et tant d'autres, il s'agit d'enrayer un certain déclin démographique et avec donc un enjeu à activer ce levier d'accueil et d'installation. Pour d'autres territoires, il s'agit de travailler l'attractivité. Et l'attractivité, bien sûr, invite à développer de nouveaux services ou, en tous les cas, à maintenir les services existants, et c'est déjà un très beau challenge. Et en dernier lieu, il s'agit évidemment de peut-être demain pouvoir développer la capacité d'initiative, voire d'entreprendre des personnes accueillies pour consolider un développement économique, une vitalité économique durable du territoire pour bien vivre et habiter demain. Et à ce stade, donc, je vais arrêter ma présentation parce que moi, ce que j'aimerais vous présenter maintenant à partir de ces constats-là, c'est faire un saut directement 3 ans après et vous présenter quelques éléments de résultats que, en tout cas à l'ADRE, on a pu analyser. Bien, la première chose en tant qu'acteur, et là je m'adresse plutôt à vous, acteurs des territoires, acteurs des collectivités, il peut s'agir premièrement de réfléchir à initier une politique locale en faveur de l'accueil et des initiatives des jeunes adultes. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que la jeunesse est une compétence pluriniveau, complètement partagée, transfuse à tous les niveaux de collectivité, et qu'elle implique un grand nombre d'administrations, et qu'il s'agit de s'y retrouver dans un millefeuille et se dire quelle est sa place, quelle est notre échelle d'action à un niveau local. Et
Et en tout cas, il s'agit peut-être de ne pas attendre après une action, en tout cas la compétence qui a été prise au niveau régional pour peut-être agir. Et de nombreux territoires le font, que ce soit à l'échelle intercommunale ou départementale, s'agissant de la jeunesse. Et même avant l'échelle intercommunale, l'échelle du bassin de vie, du bassin d'emploi. Et initier une politique locale en faveur de l'accueil et de l'accompagnement des jeunes adultes, eh bien, nous avons pu identifier qu'il y a un certain nombre de pistes qui pourraient être envisagées. Bien sûr, il pourrait d'abord s'agir de fédérer autour de cette question de l'accueil largement les acteurs de vos territoires et d'engager une réflexion commune. Nous, on trouve souvent que ce type d'initiation de la réflexion peut démarrer, par exemple, dans le cadre d'un projet de territoire ou d'un conseil de développement, qu'il s'agit de saisir de la réflexion pour ensuite faire culture commune pour tendre vers une culture de l'accueil et vers une culture de l'accompagnement des jeunes, et de se dire comment on va vers eux et quelle serait la réussite et les conditions d'un projet d'accueil de notre territoire, et donc porter une réflexion sur quels en sont les atouts, les forces, les richesses. Il s'agirait ensuite d'activer peut-être ou d'explorer une deuxième piste qui serait d'envisager la co-construction de cette politique d'accueil qui soit transversale à la fois aux acteurs des services, puisque accueillir, ça peut passer aussi bien par un office du tourisme que d'autres points d'accueil du public par le biais des mairies ou par le biais d'autres points d'accueil que peuvent être les centres sociaux ou les accueils de loisirs ou même des commerces du coin. Donc, il s'agit vraiment de définir comment on souhaite co-construire et pourquoi, et vis-à-vis de quelle offre de services ces jeunes sur nos territoires. Et la troisième piste à étudier, bien sûr, c'est qu'une fois que cette politique, bien sûr, les contours et ses objectifs sont définis, il s'agit de pouvoir la communiquer et clairement, puisque l'enjeu, et notamment pour la jeunesse, et on l'a beaucoup observé, c'est cette profusion d'informations finalement qui dessert, c'est le cas partout, mais particulièrement s'agissant des services vers les jeunes, il y a un enjeu à clarifier et à travailler sur ce sujet-là. Donc, on a par exemple pu voir des communes qui communiquent via Snapchat, ou encore des communes qui portent de plus en plus des portails numériques avec des entrées par besoin, par typologie de public, sous forme d'arbres d'orientation quelque part du public usager, qui nous paraissent être des pistes intéressantes. Un second volet qui est important selon nous en matière d'accompagnement de la jeunesse, c'est la coordination des acteurs localement, finalement, qui est le volet gouvernance de ce que serait cette politique, la coordination des acteurs locaux en faveur de la jeunesse. Elle est essentielle et la plus-value, elle est évidente, c'est qu'autour de cette culture commune que la politique aurait eu l'ambition de fixer, il s'agit de trouver l'énergie, la mobilisation, l'élan pour concrètement initier des actions, faire des choses, et bien sûr souvent dans un esprit de synergie, de mutualisation de ressources. Et là, les pistes qui, selon nous, seront à envisager sont vraiment de travailler à la place, à la légitimité de l'animateur de ce type d'animation, qu'on peut le voir par exemple dans le département de l'Ardèche, par une co-animation à la fois d'acteurs tiers et d'acteurs de la collectivité, mais où en tout cas, où il y a un vrai rôle de facilitation dévolu à cette fonction de pilotage et qui facilite le travail par groupe projet au niveau du territoire. Et dans ces coordinations, souvent, et ça a été témoigné, il s'agit vraiment de travailler l'interconnaissance entre les acteurs jeunesse, les acteurs œuvrant pour la jeunesse, mais aussi les acteurs de service et les élus locaux qui puissent ensuite porter ensemble les actions. Évidemment, il s'agit de penser et agir en transversalité, on le dit souvent. Et plus encore sur ce volet-là de la coordination, il s'agit pour nous et d'après nous, si vous envisagez une coordination des acteurs jeunesse
d'un territoire, c'est d'envisager dès la conception la place des jeunes. Puisque réfléchir à la place des jeunes, c'est quelle place on leur laisse, ou autrement dit, quelle place on souhaite qu'ils prennent. Et donc, penser dès le démarrage à cela, ça permet aussi de définir la posture et de travailler sur la posture à la fois des techniciens, des collectivités, des acteurs jeunesse et de la collectivité. Et en fait, ces marques sont très fortes vis-à-vis d'une jeunesse qui peut parfois être en déprise ou en lâcher prise vis-à-vis de l'institutionnel et des espaces démocratiques qui pourtant lui sont sur le papier dédiés. Et on voit combien un certain nombre d'espaces de concertation, de consultation, finalement, ne touchent pas un certain nombre de jeunes ruraux qui ne possèdent pas ces codes ou ces compétences, finalement, pour se sentir aptes à témoigner ou à prendre parole dans ces espaces. Il y a un certain nombre de formats qui peuvent être activés pour d'ailleurs leur permettre de s'exprimer, ce qui m'amène à vous parler du troisième grand levier que nous avons exploré à travers un kit pratique, qui est un préalable essentiel selon nous à l'accompagnement des jeunes adultes, et de partir du principe qu'il s'agit de connaître leurs besoins exprimés pour les accompagner, et non pas présupposer leurs besoins. Bien évidemment, quand on pense jeunes ruraux, et cela a été beaucoup écrit, les freins principaux auxquels on pense et sur lesquels il s'agit de travailler concernent prioritairement la mobilité en milieu rural. Et en deuxième lieu, ça a été évoqué par Benoît Coquart, sur le manque cruel d'espaces d'échange et de convivialité dédiés aux jeunes, et par ailleurs qu'ils soient dégenrés, puisqu'il y a un gros travail à faire sur le genre. Vous n'êtes pas sans savoir que les cafés historiques ne permettent pas cette sociabilité pour les jeunes femmes autant que pour les jeunes adultes et les jeunes hommes, pardon. Et donc ça a été écrit par une homologue de Benoît Coquart à l'INJEP. Et donc, au-delà de ces deux freins principaux, et selon les territoires, il y aura des freins vécus complètement différents potentiellement, et qu'il s'agit bien d'aller confronter ce à quoi, en tant qu'acteur ou élu, ce qu'on pressent à la véracité de l'expression des jeunes. Et capter l'expression de ces jeunes, leur permettre de s'exprimer, par ailleurs, permet finalement à la collectivité d'être dans une posture apprenante. Et peut-être aussi déjà de co-construction, d'action que les jeunes eux-mêmes pourraient aider à co-construire. Et c'est donc là où on revient à quelle place finalement pour les jeunes dans la construction de ces dispositifs. Et je prends pour exemple Morlaix qui a accompagné donc l'espace 2D. La collectivité met à disposition un local de libre initiative pour les jeunes. La clé est mise à disposition des jeunes au bar du coin, et des acteurs associatifs, des accompagnateurs, accompagnent seulement à la gestion du lieu pour des initiatives que les jeunes eux-mêmes décident. Enfin, c'est un exemple, je pousse à l'extrême, mais on pourrait dire par exemple qu'un maire met à disposition une salle temporaire pour des échanges entre jeunes et que c'est une mise à disposition gracieuse et une forme de soutien au lancement d'un projet en co-construction. Je me rends compte que je parle beaucoup. Sébastien, il faudra me dire quand il me reste 5 minutes, par exemple. Alors Claire, il vous en reste 10. Alors ça va, je suis pas trop mal en fait. Ok. Donc, connaître les besoins des jeunes, donc 2 pistes à explorer. Créer des espaces d'expression temporaires et libres, comme je vous l'ai dit, mettre à disposition une salle communale ou bien organiser une assemblée libre de jeunes, qui est un format québécois qui fonctionne très bien, où les jeunes viennent plutôt exprimer leur colère et où on les accompagne sur des grands formats, des grandes assemblées, 100, 200 personnes, ou encore engager un dispositif d'aller vers. Et là, on a, par exemple, des binômes élus habitants qui vont vers les jeunes
délivrer des enquêtes et où on va vers eux pour avoir l'information et non pas des jeunes cliquent sur un mail éventuellement pour répondre à une enquête. On est dans une autre démarche, une autre posture. Et donc, le fait de connaître leurs besoins, ça nous amène à pouvoir enfin les accompagner sur des besoins peut-être prioritaires que la collectivité et le territoire a identifiés. Par ailleurs, c'est noté que le territoire pourrait souhaiter travailler sur la jeunesse, mais pas en réponse directe aux besoins prioritaires, mais dire déjà pour nous, organiser un réseau acteur jeunesse pour qu'il y ait une formation collective de nos accompagnateurs jeunesse, c'est déjà une réussite. Et c'est très bien. Il s'agit d'identifier le premier pas. Mais en tout cas, lorsque les collectivités souhaitent aller jusqu'à l'accompagnement des jeunes, il nous semble que, à nouveau, il y a un certain nombre de pistes envisagées, ou en tout cas, qui semblent fonctionner sur un certain nombre de territoires. Une première piste à envisager s'agissant de l'action de l'accueil, c'est-à-dire attirer des jeunes, faire venir les jeunes sur mon territoire. Il semble que le préalable soit de susciter l'envie de la découverte du territoire et de ses activités, et que là, quelque chose qui semble bien fonctionner, ça a été expérimenté dans le cadre d'Agiter, mais qui existe par ailleurs dans le Limousin et ailleurs, ce sont finalement des visites de territoire avec des visites organisées et proposées par les collectivités, mais dans le cadre d'immersion, de voyage quasiment, pour découvrir et vivre le territoire. On n'est pas sur une découverte touristique. C'est que je vis le territoire aux côtés, à travers les yeux des acteurs et des habitants qui y vivent. Ou alors, je propose des chantiers participatifs à destination des jeunes. L'objectif est là, mais en filigrane, je leur fais rencontrer des professionnels du territoire. C'est le cas, par exemple, de l'association Le Mat en Ardèche, qui propose des chantiers pour des jeunes, des chantiers participatifs sur 3-4 jours et dans des lieux magiques. C'est beaucoup ressorti. L'expérience, le volet, les offices de tourisme en parlent beaucoup, mais le volet expérientiel. Bon, voilà. Et donc, quand on parle Claire, oui. Quand vous parlez de jeunes auxquels on fait découvrir et vivre une expérience du territoire, on parle de quel type de jeunes? Est-ce qu'on parle de stratégies destinées à des jeunes actifs? Alors, parce qu'on est jeunes jusqu'à quel âge? Plusieurs ici pourraient témoigner que ça peut durer très longtemps. Mais le fait est que, voilà, est-ce que vous pourriez est-ce qu'il y a une typologie finalement quand on parle de jeunes adultes? On parle de qui dans le cas des exemples que vous nous donnez? Figurez-vous que nous, on a été assez désobéissants, ou en tout cas, c'était un attendu sur le projet que de définir les jeunes adultes ou la jeunesse, puisque évidemment, notre projet se dénommait Accompagner les jeunes adultes, en faciliter l'accueil et l'accompagnement des initiatives. Nous avons décidé de ne pas définir, au risque d'essentialiser, au risque de catégoriser et au risque de stigmatiser. Étant entendu que les administrations françaises catégorisent quelque part les jeunes adultes de 18 ans à 40 ans, puisque la Chambre d'agriculture propose des financements à l'installation de jeunes agriculteurs jusqu'à 40 ans. Donc, on a pu identifier que l'âge, mission locale, la catégorie jeune, 18-25, puis pour d'autres 18-35, mais que finalement, pour d'autres typologies de métiers, on peut aller jusqu'à 40 ans. Donc, grosso modo, nous, on parle quand même entre partenaires projets, ce qu'on identifie, c'est quand même un enjeu sur les 18-40 ans. Mais bien que pour nous, il y ait tout intérêt à ne pas forcément fermer des dispositifs type d'accompagnement ou de découverte, là, tel que je vous cite, cette action de découverte du territoire, à un couple de 45 ans qui aurait pour projet de s'installer sur le territoire et qui, quelque part, porte en lui un moteur profond d'installation et de vie sur ce territoire-là. C'est-à-dire que sur l'enjeu de l'accueil et de l'accompagnement des jeunes adultes, pour nous, il s'agit de partir du moteur de l'envie et de l'envie de créer ce lien. Et que pour nous,
le dispositif intelligent, puisqu'on est dans une visio Smart Village, le dispositif intelligent de politique publique locale d'accueil ou d'accompagnement de la jeunesse sera aussi celui qui sait ne pas fermer les frontières de ces dispositifs éventuellement à des personnes qui en manifesteraient le souhait et la motivation. Et peut-être, ce qui permet d'être moins limitatif que des dispositifs d'accueil, comme on le voit classiquement, c'est sans jugement, je pense que c'est nécessaire et que c'est très bien, qu'il y ait des plateformes autour de la création-reprise d'activités, création-reprise, créer, reprendre son activité, par exemple, ou les métiers en tension, je découvre, ou chercher l'emploi de mon conjoint. Ça porte une catégorie, enfin, ça traduit une envie d'accueil de familles, de couples avec enfants sur un certain nombre de territoires. Peut-être c'est dommage parce que finalement, il y a des cibles services civiques, étudiants, professionnels en reconversion, mais qui n'auraient pas encore d'idée, qui se sentiraient exclus de ce dispositif d'accueil. Voilà. Donc pour nous, quelque part, il s'agit aussi de porter attention au terme, peut-être, dans la manière de communiquer sur cette politique ou ces dispositifs d'accompagnement. Voilà. J'espère avoir répondu à la question et puis j'espère qu'il y en aura d'autres à la suite de mon intervention qui va durer encore 5 minutes. Pardon. Donc, autour de accompagner les jeunes adultes aussi, on a pu identifier bien sûr que il s'agissait selon nous, et c'est corollaire à l'immersion, à la découverte du territoire, de faciliter une mise en relation avec les habitants et les acteurs des territoires ruraux. Et là, c'est une belle réussite des plateformes numériques d'accompagnement comme Solo, Gers ou Oh My Lot ou Aveyron ou Beaujolais Vivre en Vert, que de témoigner de parcours de nouveaux arrivants et de faciliter des mises en relation entre j'arrive et je peux directement être mis en contact avec un élu référent et un habitant référent. Et j'attends pas le pot d'accueil annuel des nouveaux arrivants pour faire du lien et me sentir intégrée. Voilà, ça semble être des bonnes pratiques. À nouveau, dans le accompagner, et là, il y a quelque chose qui se dégage selon nous comme lieu ou moyen à fort potentiel. Ce sont ces lieux donc d'initiative. Autrement dit, il se développe aussi des tiers-lieux jeunesse où les acteurs tentent, alors par différents types de dispositifs, des coopératives jeunesse de service, des formats d'accompagnement individuels et collectifs, et par à nouveau différentes activités qu'on peut connaître à un tiers-lieu, vraiment développer cette capacité d'initiative et de sociabilité et de participation qui débouche sur une participation citoyenne des jeunes localement. C'est souligné à nouveau que souvent ce sont des lieux intergénérationnels. Le MRJC en porte un certain nombre, je ne sais pas s'ils sont intervenus dans le cadre des lundis, mais ils portent les fabriques du monde rural. Il y a d'autres types de tiers-lieux jeunesse, mais ce sont des pistes intéressantes d'accompagnement que pour la collectivité de dire on va chercher à trouver avec les acteurs locaux ce type de proposition. Ça pourrait être aussi un tiers-lieu orienté culture pour les jeunes. Et enfin, peut-être une dernière piste envisagée pour accompagner les jeunes adultes en tant que collectivité, c'est se dire les jeunes adultes peuvent agir à nos côtés. Et donc, comment favorise leur implication au sein de la collectivité? Et là, par exemple, en Pays de Gâtine, on trouve un dispositif très intéressant, Mon argent de poche. Alors, c'était une forme de préfiguration du service civique en collectivité, avec une rétribution de la part de la collectivité pour une implication. Ça pourrait être aussi la valorisation financière, c'est celle de l'engagement citoyen. On trouve le pass engagement dans les Côtes d'Armor. Enfin, les exemples se multiplient. Et on peut aussi citer Insight, je crois, qui était intervenu dans Ruralitique, qui propose aussi la mise à disposition de personnes en service civique vraiment adossées, il me semble, à des villages pour l'action des jeunes. Voilà, et puis enfin, accompagner les jeunes adultes, c'est aussi peut-être leur témoigner d'un soutien plus formel et financier, en se disant on fait confiance. Donc c'est le développement
de plus en plus en ce moment des budgets participatifs ou budgets citoyens, soit qui dédient une case projet jeunesse, ou bien qui sont complètement, dont le vote est administré et géré par des jeunes. C'est le cas de l'Ardèche, budget participatif jeunesse de l'Ardèche, par exemple. Mais ça pourrait être de dédier des fonds d'amorçage ou des soutiens plus ponctuels au projet jeunesse. Voilà, donc quelques pistes envisagées quand il s'agit d'accompagner les jeunes adultes. Et c'est vraiment non exhaustif. Sébastien, j'ai 2 minutes pour reprendre ma présentation et donner les 2-3 prochains rendez-vous. Ok. Donc, en résumé, vous retrouverez, enfin non, pas en résumé, là pour le coup, en longueur, vous retrouverez un grand nombre de fiches expériences là que j'ai pu citer un petit peu à la volée, qui sont cartographiées. Des fiches expériences, on a vraiment appelé ou visité des initiatives de terrain, donc des tiers-lieux, des collectivités, des chargés de mission, sur voilà, tous les leviers que j'ai pu évoquer. On a constitué une vidéothèque parce qu'il y a un certain nombre de vidéos qui sont intéressantes. Et donc, vous pouvez vous inspirer avec des vidéos courtes où il y a des gens qui disent plein de choses très intéressantes, des porteurs de projets, dispositifs d'accompagnement, des notes, des articles, des analyses, une analyse des politiques publiques consacrées à la jeunesse et une veille en continu sur le site agiter.fr. Il y a eu des dossiers, des analyses structurantes qui ont été consolidés pendant ces 3 années, notamment par l'UFISC, Union fédérale d'intervention des structures culturelles, qui est la fédération des fédérations des structures culturelles en France, donc les SMAC, les SEN, les fédérations nationales de compagnies d'art vivant, etc., qui ont créé le mouvement Agiter par la culture, agité par la culture, et qui sortent comment par la culture on peut aussi favoriser l'accueil et l'accompagnement. Quant à nous, l'ADRE, on a dressé un kit pratique de 4 fiches qui reprennent en longueur ce que je vous ai dit, des leviers qu'on a analysés et capitalisés. Et le clou, je dirais, qui sort cette semaine en lien avec notre webinaire demain, c'est notre livret final sur accompagner les jeunes adultes, enjeux, propositions et perspectives pour les territoires ruraux, avec des analyses, des séries de focus, beaucoup de témoignages de jeunes et nos 6 propositions clés et principes pour les jeunes. Vous l'aurez dans le PowerPoint. Nos 2 prochains temps forts liés à ce projet, donc c'est demain, présentation finale des résultats de projet. Il y aura aussi un webinaire en longueur si ça vous intéresse. Vous pouvez vous inscrire en tout cas pour avoir les résultats, mais ce sera sur notre site, et une journée de clôture de fin de projet à Autran, dans le Vercors, sur le massif alpin, puisque c'est l'ADRE qui est chef de file du projet. On a invité tous nos partenaires de projet à nous rejoindre. Le Vercors, qui est aussi un territoire très actif, attractif, il y a plein de belles choses qui se passent. Et enfin, donc c'était moi, Claire, pour l'ADRE, qui vous présentais ce projet Agiter, mais c'est souligné qu'on en était chef de file et qu'on était aux côtés de 4 partenaires au niveau national. CIPRA France, une association qui est dédiée à la protection du massif alpin et développement durable. CREFAI d'Auvergne, une structure d'éducation populaire et de formation au développement rural qui a accompagné cette caravane des possibles, cette expérimentation avec les jeunes. L'UFISC, donc l'Union nationale des grandes fédérations culturelles, et le réseau des cafés culturels et cantines associatifs, le réseau national, le RECA. Voilà, merci pour votre écoute. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé en cette fin de journée et je vous remercie. Alors, tout va bien, bravo, merci beaucoup Claire, c'était tout à fait éclairant, tout à fait passionnant. Merci pour les ressources qui seront effectivement pointées, mises à disposition de toute la communauté ruralitique. Merci pour l'ouverture d'esprit aussi sur cette question des jeunes adultes, effectivement. Faire le choix de ne pas forcément verrouiller une définition permet de laisser des... C'est pas forcément plus facile à manager, mais on sent bien l'esprit et on sent bien que c'est aussi l'esprit de la ruralité que de s'affranchir parfois des dispositifs pour entrer en vraie relation avec les personnes. La parole est libre, je vous laisse poser vos questions. C'est parti, Claire est à votre disposition. Écoute, je veux bien, Sébastien, commencer, vu qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui commence. Déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est
c'est vraiment pas une question, c'est quelque chose de sincère. Si tous les conseillers ministériels pouvaient avoir la pertinence et la perspicacité de ce que vient d'exposer Claire, ce serait absolument génial. Je pense que la France irait beaucoup mieux parce que justement, il y a une vision de territoire qui est sensible, qui est intellectuelle, mais au sens noble. Et c'est ce qui manque souvent dans les choses qui sont conçues au niveau étatique, qui sont justement déconnectées des réalités. Et là, je suis désolé, moi j'adore les gens qui ont les mains dans le cambouis. On voit bien que vous êtes les mains dans le cambouis, mais c'est un cambouis qui est noble et que je respecte énormément. Par rapport à tout ce que vous venez de dire, je vous renvoie d'ailleurs, juste pour l'anecdote, il se trouve que je suis tombé avant-hier, il y avait je crois que c'est le Libération de vendredi, et quelqu'un qui a fait une analyse hyper intéressante d'un territoire à partir de la photographie des territoires par rapport à la Charente. Et en fait, c'est justement dans l'idée une vision des jeunes et de leur territoire, ceux qui en sortent et ceux qui en reviennent. Et c'est assez intéressant. Et Dans le Libé de Caen? je crois que c'est le Libé de vendredi. D'accord. Et il y a une notion qui est assez intéressante justement par rapport, alors justement, les jeunes penser dans leur façon globale, parce que justement, moi je me sens très jeune, donc je suis encore jeune sur mon territoire, non, je taquine, hein. On n'est pas beaucoup, donc je peux me permettre de plaisanter. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a une notion qui est très intéressante, c'est que par rapport au territoire, par rapport à des gens d'un territoire qui vont aller mener des études, et pour mener des études ailleurs, en gros, on considère que c'est, au niveau français, le ratio, c'est 30% des jeunes d'un territoire qui vont quitter leur territoire d'origine pour aller se former ailleurs. Et de ces 30%-là, c'est 30% de ces 30% qui reviennent sur le territoire. Les autres ne reviennent pas. Ça, c'est une notion qui est assez intéressante. C'est qu'éventuellement, on va se former ailleurs, et une fois qu'on est formé ailleurs, on ne revient pas forcément sur le territoire avec sa propre formation. Ça, je trouve que c'est une notion qui est assez importante. D'où toujours, comme c'est mon dada que Sébastien connaît maintenant aussi, c'est proposer aussi sur place des formations qui correspondent aux besoins d'un territoire. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi parce que souvent, ils vont se former ailleurs parce que la formation correspondant au territoire n'est pas sur place, mais du coup, une fois qu'ils sont partis ailleurs, ils ne reviennent pas forcément. Il y a une autre notion que j'ai trouvée hyper intéressante dans ce que vous avez dit tout à l'heure aussi, c'était vraiment au détour d'une phrase, c'est quelque chose que je n'avais pas toujours noté au niveau des jeunes, je l'avais noté au niveau de ceux qu'on essaie, par exemple, nous, on est sur un désert médical et c'est une notion qu'on a quand on veut attirer des médecins sur place, c'est le côté de la notion de couple. Et c'est vrai que là, vous l'avez évoqué, Claire, tout à l'heure, par rapport au couple de jeunes aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas interpeller un des deux, c'est-à-dire que c'est les deux qu'il faut interpeller pour réussir à les maintenir et proposer quelque chose. Et ça, ce n'est pas toujours évident. On a la même chose d'ailleurs quand on veut accueillir des populations extérieures en termes économiques ou en termes sanitaires ou en termes de n'importe quel terme. Effectivement, on va attirer une femme médecin, mais si on va attirer une femme médecin sur le territoire, qu'est-ce qu'on propose aux partenaires de cette femme médecin? Est-ce qu'il a moyen, lui, d'avoir quelque chose, ou est-ce que lui est obligé de se taper 1 heure et demie de TER tous les jours pour aller bosser? Ce qui ne va pas être évident et qui va bloquer. Donc ça, c'est une notion qui est, je pense, hyper importante et qu'on doit creuser. Donc, pour l'instant, vous m'avez soulevé une réflexion là. Je veux dire que je vais y penser à pas mal de niveaux. Retour d'expérience aussi. Bon, bah, je me permets, donc, étant président d'une communauté de communes rurales qui se trouve en Seine-et-Marne, donc en bordure de métropole, c'est vrai que nous, par rapport justement aux jeunes, on a un dispositif qui marche très bien. C'est le prêt à taux zéro pour 50 000 euros pour la création d'entreprise ou la création d'activité. C'est quelque chose qui fonctionne du feu de Dieu, c'est-à-dire qu'ils hésitent au départ, mais finalement, une fois qu'on a ça, parce que généralement, vous savez, pour la construction d'une entreprise, c'est un amoncellement de choses.
Le fait qu'ils obtiennent ça auprès de la communauté de communes, ça leur fait déjà une garantie de 50 000. En gros, quand ils ont ces 50 000 de garantie, du coup, la banque, elle va suivre aussi pour 50 000. Ils se retrouvent avec une puissance de feu de 100, ce qui est assez intéressant et c'est quelque chose vraiment qu'on essaye de mettre en place. C'est Comment ça hyper marche ça, important. Yannick? C'est la Comcom qui se porte garante ou comment ça fonctionne? C'est la communauté de communes ouais, effectivement qui le fait à travers. C'est un montage à travers une association qui est en partenariat avec la comment la oh zut, je trouve plus le terme. Ah, c'est terrible. La chambre, la CTI, en fait, voilà, la Chambre de commerce et d'industrie. Et en fait, c'est une association qui se porte garant au niveau de plusieurs communautés de communes et communautés d'agglo. Ils étudient les dossiers, c'est analysé. Quand le dossier est considéré comme recevable, ils ont ce prêt à taux zéro de 50 000 euros, ce qui permet de fonctionner. On en fait, allez, en gros, on est entre pour vous donner un ordre d'idée, nous, on est 20 communes à 30 000 habitants. On est à peu près à 3-4 prêts qu'on fait par an. D'accord. Alors, avec des résultats qui sont, comme tout résultat économique. En plus, là, je peux dire qu'actuellement, avec la Covid, plus la période de grève qu'on a eue avant, c'est un petit peu en dents de scie. Disons, en temps normal, quand même, on a plutôt des résultats positifs. C'est-à-dire que normalement, pratiquement, on va dire, allez, 9 sur 10 de ceux qui sont sélectionnés arrivent à un débouché d'avoir une activité qui se crée. Et ça, c'est assez positif quand même. Parce que c'est. Et en plus, le truc qui est intéressant, c'est que la plupart, et franchement, pour avoir analysé les dossiers, s'adressent à des jeunes du territoire. C'est des jeunes du territoire qui essaient de monter un projet pour rester sur place. Et ça, c'est hyper important. Voilà. Et puis, donc, le dernier commentaire que je voulais faire, donc là, c'est le commentaire négatif, c'est le maire qui reprend sa casquette de gros râleur, mais parce que vous l'avez cité aussi, c'est par exemple les fameux lieux pour que les jeunes puissent se réunir et voilà, où en fait on va chercher la clé. Très honnêtement, j'ai eu des expériences dans le domaine. Je me rends compte que finalement, les jeunes qui sont volontaires, ils n'ont pas besoin de ça. Ils sont déjà ailleurs. Et finalement, ce lieu qu'on va créer pour les jeunes, c'est justement, je suis désolé, mais c'est ceux qui restent et qui n'ont pas de volonté d'aller ailleurs, justement. Et là, se pose le problème, c'est que finalement, on va leur donner un lieu à partager, mais par contre, c'est le personnel communal qui va ramasser les cadavres de bière et vider les cendriers. Et c'est pas top pour l'instant, ce type d'expérience ne peut fonctionner. Alors là, par contre, je suis d'accord, peut fonctionner s'il y a, par exemple, et nous, on a des expériences là qui sont intercommunales, mais pas communales, par rapport à un centre social, par exemple, qui là va avoir quelqu'un qui va être dédié à faire vivre le lieu et en faire quelque chose. Mais si effectivement ce lieu n'est simplement qu'une mise à disposition, on va dire, locative à titre gracieux, et il n'y a pas une énergie ou quelqu'un qui a une espèce de, Animateur. j'ose pas parler de professionnalisme, mais quand même, il y a quand même là-dedans savoir mener et pour pouvoir leur faire passer quelque chose. Ou un élu, ça peut être aussi des fois dans certains cadres, un élu qui est passionné par son truc, qui va être l'interlocuteur, qui va être le médiateur, mais le médiateur au sens noble. Sinon, très honnêtement, je me rends compte qu'hélas, j'ai parlé beaucoup, mais on n'est pas beaucoup aujourd'hui, donc j'ai profité pour squatter l'écran. Merci. Tu as bien fait, Yannick, merci beaucoup. Alors oui, Yannick Guyot, au début de son intervention, soulignait la question de la formation, de l'accès aux formations. Alors c'est vrai que l'ADRE, depuis 20 ans, donc, accompagne la mise en place donc, de France Service, enfin, des maisons France Service, de ces fameux tiers-lieux finalement. Est-ce que dans l'analyse que vous avez fait dans le cadre de ce programme Agiter, est-ce qu'à un moment donné, on évoque cette question de l'accès aux formations, parce qu'on a les campus connectés, on a tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un rapprochement entre cette question des tiers-lieux jeunesse et cette question de la mise à disposition d'un certain nombre de formations, partiellement à distance, pas totalement, mais la possibilité de se dire, je ne vais pas me former à ce qui existe à côté de chez moi, je vais me former à ce que je veux. Alors, on n'a pas écrit là-dessus au sens où il nous semble qu'en ce moment, tout bouge sur le sujet. Et vous l'avez évoqué, les campus connectés,
En PACA, on accompagne une expérimentation de formation ouverte à distance. Donc, pareil, comment des France Services, maisons de services au public ou espaces publics numériques peuvent être des lieux d'accueil de formation. On travaille beaucoup sur le sujet de la saisonnalité, puisque nous, on est positionné sur le massif alpin, et où, là aussi, tout bouge sur le constat qu'il s'agit de former à la pluriactivité et de plus en plus là où déjà les biqualifications sont, enfin comment dire, ne font pas, c'est vraiment pas la majorité des propositions, des offres de formation, alors qu'il y a des vrais besoins sur des territoires de montagne. Comment aussi en ruralité on trouve des formations, et vous l'avez très bien dit, adaptées à la saisonnalité des métiers, aux pluriactivités possibles, potentielles et imaginables en fonction des filières aussi souvent qui se requalifient euh, au gré enfin, voilà, des ressources locales ou des nouvelles filières qui sont développées. Et en tout cas, il nous semble que enfin, c'est un vrai enjeu, mais on ne l'a pas traité en tant que tel, puisque de notre point de vue, tout bouge et est en train d'être expérimenté, que ce soit en formation ouverte à distance ou en formation d'un nouveau genre autour de pluriqualification, biqualification, formation avec apprentissage, mais sur des filières d'avenir liées au territoire. Voilà, c'est ce que je peux dire, mais on n'a pas travaillé expressément dessus. Alors, ça bouge, mais ça bouge pas vite, hein, parce que moi, la première expérimentation de formation ouverte à distance, je l'ai lancée il y a 15 ans en Auvergne. Et c'est vrai que sur ce plan-là, parce que beaucoup de choses existent, vous le savez peut-être, Claire, mais il y a dans notre région, enfin le président d'ailleurs est à Annecy, les UNIT, universités numériques des territoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une quantité de ressources absolument astronomique, mais on est très nombreux à ne pas savoir finalement où les collationner, où les attraper. Donc, la matière aujourd'hui de formation ouverte à distance, elle existe. Elle existe fortement d'ailleurs. On a plutôt besoin de la trier que de la créer. Mais voilà, donc c'était juste un éclairage Oui, je sur vous cette rejoins. question, Ouais, ouais. sur cette question effectivement du lien entre ces tiers-lieux jeunesse, ce qui rejoint ce que disait aussi Yannick à un moment donné, effectivement, un tiers-lieu jeunesse, c'est pas une école bis, on est bien d'accord, mais c'est quand même un lieu qui probablement doit être doté d'un projet euh, et d'un accompagnement associé à ce projet. Mais le projet, ça peut être les jeunes qui en décident. Qui d'autre souhaite partager un regard autour de ce que nous a présenté Claire? Esther nous disait en Bretagne, l'accompagnement des couples est un vrai sujet pris en compte. En Bretagne, ce n'est pas la France. Il y a plein de trucs qui sont lancés en Bretagne qui, quand on essaie de les dupliquer, ça ne marche pas ailleurs. Vous parliez de Morlaix, Claire. Esther. Ouais, il y a même des accompagnements financiers qui sont faits pour les femmes qui suivent leur mari. Mais plus que ça, les couples sont reçus par une association qui est nationale et locale. Je ne trouve plus le nom là, mais je pourrais vous envoyer le lien. Et ils sont, comment dire, on les oriente vers d'autres couples qui sont en Bretagne pour être reçus et accompagnés comme ayant en fait des médiateurs locaux, hein, qui vont les aider en fait à être accompagnés dans les territoires. Et soit l'homme, soit la femme sera accompagné, y compris financièrement. Et c'est la région et le département qui s'investit dans cette démarche. Donc, en Bretagne, c'est très, très développé parce qu'il y a énormément de personnes qui arrivent et les femmes restent sur le carreau, en fait, en arrivant avec les enfants au démarrage. Et donc, justement, l'objet, c'est de les accompagner, mais pas seulement, les hommes aussi. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et je voulais revenir juste sur les lieux, les tiers-lieux jeunes. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on parle beaucoup de tiers-lieux avec les tiers-lieux jeunes, les tiers-lieux numériques, les tiers-lieux culturels, les tiers-lieux plus pour l'alimentation, l'artisanat. En fait,
moi, je crois qu'en fonction des besoins du territoire, l'objet, c'est pas de saucissonner, mais c'est peut-être de relier. C'est-à-dire que sur un territoire, moi, voilà, je prends le mien, par exemple, je pense qu'on va créer un tiers-lieu qui relie des questions culturelles, qui relie, des questions, d'alimentation parce qu'il n'y a pas assez de commerces locaux, heu et donc des relations avec des agriculteurs, mais qui est aussi une relation par rapport aux cantines locales, qui relie des dynamiques culturelles parce qu'apprendre à savoir se nourrir, c'est culturel, hem, mais qui relie aussi, des dynamiques, effectivement culturelles de soirée ou de dimanche ou d'après-midi en hiver. Parce que le plus difficile dans les territoires ruraux, c'est quand même l'hiver. Il y a beaucoup de choses en été et pendant toute l'année, il y a un vide total. Que ce soit d'ailleurs pour les jeunes ou les moins jeunes et d'ailleurs, je pense que des lieux intergénérationnels me sembleraient beaucoup plus dynamiques. Parce que les personnes, à la retraite dans ces territoires ruraux, on dit qu'il y a plutôt des vieux. Eh bien, je pense qu'elles aimeraient participer à des choses, mais s'il y a des jeunes, parce que s'ils se retrouvent qu'entre eux, ben, voilà, il y a une dynamique qui s'essouffle et des associations qui se renouvellent pas et pas de transmission. Donc je pense que moi, je serais plus pour des lieux intergénérationnels, avec des échanges, voire des tuteurs, qui peuvent être intéressants au niveau local pour, apprendre, je ne sais pas moi, à faire son jardin ou à faire de l'agriculture ou à protéger, des maisons, à protéger un mur, et cetera. Tout ça, ça s'apprend sur le tas dans un territoire, et c'est utile. En fait, c'est utile pour l'avenir. Et ça peut être des formations qui sont mis en place vraiment avec les gens du coin, qui peuvent être tout à fait, volontaires. Moi, j'ai vu ça ici, il y a des jeunes et des moins jeunes qui se sont mis ensemble, pour apprendre aux autres, à refaire des sentiers, à savoir faire un pont, à savoir faire, prendre des prendre du bois, des cailloux pour faire des chemins, à savoir, faire un joint dans une maison parce que, on ne sait pas, et on vient y habiter et cetera. Donc voilà, moi je pense que il y a tout un tas de choses comme ça qui me semblent assez intéressants et ça peut démarrer par des petits projets locaux, mais qui peuvent se mettre en interaction puisque maintenant les villes se mettent entre elles à 2 ou 3, pas plus, pour, justement avoir une taille et une échelle qui soient acceptables pour développer des projets qui correspondent au budget participatif, mais aussi à des fondations qui financent des petits projets. Moi, je suis en train de rechercher tous les financements en ce moment. Il y a plein de fondations qui donnent en fait, 3 000 €, 5 000 €, des petits Mm. projets et je pense que ça, c'est hyper intéressant à regarder. Voilà. Merci Esther. Ça soulève une autre question, l'intervention d'Esther, c'est effectivement, depuis tout à l'heure, on parle d'accompagnement des jeunes adultes, mais est-ce que dans les travaux que vous avez conduits, se dégage une typologie de ceux qui accompagnent? Parce qu'on voit bien la mise en relation de nouveaux arrivants avec d'autres nouveaux arrivants, on voit bien des points de contact avec les élus. Mais aujourd'hui, voilà, c'est qui les accompagnants? Qui on peut mobiliser? Qui joue en troisième ligne, comme on disait? Eh bien, nous, il nous semble que anciennement, elle s'appelle encore comme ça, dans les associations de développement local, il y a souvent des personnels compétents, des associations d'éducation populaire, enfin en tout cas, comment dire, c'est intéressant parce que beaucoup de territoires où on a observé qu'il y avait des dynamiques intéressantes en lien avec, sur ce sujet-là de l'accompagnement des jeunes adultes, il y avait beaucoup d'acteurs de l'éducation populaire à la manœuvre pour proposer des dispositifs. Et souvent, on a eu le retour de mais est-ce qu'il n'y avait pas un AFPA ou des acteurs institutionnels? Il n'y a pas un PIGE à côté? Et les acteurs de dire, alors c'était le cas en Ardèche, en Bretagne, on a eu le même témoignage,
on a créé le dispositif parce qu'il y avait un besoin et que l'accompagnement proposé, souvent en fait, à l'échelle institutionnelle, on a un SAS d'accueil, un SAS d'écoute du jeune. On peut dire aussi parfois des dispositifs de soutien financier, mais qu'en est-il d'accompagnement, de ce passage de l'accompagnement individuel à de l'accompagnement collectif, ou qu'en tout cas, au sein d'un lieu identifié ou d'espaces d'échange temporaires, mais qui sont suivis, ou dont le cadre est posé en lien avec la collectivité, il n'y a pas nécessairement ce suivi d'un accompagnement ou un accompagnement suivi de ces jeunes. Et donc, on l'a vu par exemple là récemment, depuis un an, Pays Voironnais, une maison de l'emploi lance un dispositif itinérant d'accompagnement en lien avec une douzaine de partenaires de l'insertion et de l'éducation populaire et de la prévention des addictions, et donc très très trans secteur. Souvent, il manque un maillon d'un acteur qui effectivement porte un dispositif d'accompagnement, souvent d'ailleurs qui n'est pas appelé dispositif de formation, où les jeunes sont accompagnés de l'idée, voire de l'envie, ou voire de la non-envie, à la structuration éventuellement d'un projet, et où en tout cas, il n'y a pas à parler d'objectifs, puisque le projet n'est pas identifié, donc il ne s'agit pas de lancer, créer une activité ou reprendre une activité, il ne s'agit pas de se former à telle ou telle compétence ou tel sujet, mais bien d'un accompagnement du jeune. En Ardèche, ce programme s'appelle le parcours éveil. L'acronyme, je ne sais plus, mais il est assez évocateur de ça. C'est-à-dire, partons de vos moteurs, partons de vos envies, vous êtes jeune, on vous propose un espace, un accompagnement, des espaces d'échange, des temps individuels, des temps collectifs. On fixe ensemble un contrat, un cadre dans lequel vous vous inscrivez et où que vous puissiez vous épanouir dans ces cadres. Et donc, nécessairement, à la fin, il y a des témoignages de réussite qu'on aurait bien du mal, évidemment, dans des indicateurs de résultats ou d'évaluation chiffrée à quantifier, bien entendu. Mais ça crée de l'épanouissement dans le territoire, sur le territoire, en sociabilité. Et je dirais que c'est un capital humain qui est peut-être créé, qu'il s'agit de ne pas négliger. Ou en tout cas, dont les porteurs de projets les porteurs de ces dispositifs d'accompagnement sont convaincus de la pertinence. Et par ailleurs, il semble qu'ils soient rendus pérennes et soutenus par les collectivités ou par différents financeurs à l'échelle des communes et des régions et des financeurs qui soutiennent ces dispositifs. Donc, il y a des vraies marques qui semblent pertinentes. Pour le dire autrement, ce mot d'accompagnement qui est extrêmement galvaudé. Aujourd'hui, tout le monde dit « je fais de l'accompagnement ». Il ne faut pas confondre des dispositifs entre guillemets classiques du type PIGE, effectivement, où ça porte bien son nom, c'est un point d'information. Donc, il y a des lieux où on informe, il y a des lieux où on oriente, mais là où on accompagne, c'est effectivement sur le territoire avec des acteurs locaux. Parce qu'on a cette présence, on a cette proximité physique avec les jeunes, on a cette écoute, cette relation. On rentre dans une relation, ce n'est pas un point de contact, c'est vraiment une relation. Tout à fait. Et pour nous, c'est effectivement le jalon qui vient compléter ce potentiel parcours ou ce maillage nécessaire des dispositifs à l'échelle locale. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui est proposé aux jeunes? Comment accèdent-ils au service? On les informe, on les oriente. Est-ce qu'on les accompagne à un moment sur leur dynamique, dans leur esprit d'initiative localement? Voilà, c'est ça qu'on entend par là. Et je pense qu'il faut leur rendre aussi une espèce de confiance. Quand je vois un petit peu la plupart des jeunes acteurs, qui soient acteurs économiques ou autres sur notre territoire, c'est vrai qu'on est là aussi face à des générations, et sans que ce soit péjoratif, mais qui ont une méfiance énorme de tout ce qui est institutionnel. Et là, par exemple, moi, ce que je constate, ce sera un point bénéfique aussi peut-être de cette crise de Covid-19 là, qui nous pollue la vie depuis 1 an et demi. Du coup, moi, je vois au niveau de la communauté de communes, on a un agent de développement économique qui, lui, est allé au contact
justement, en disant, pour les informer, en disant, voilà, il y a des dispositifs qui sont en place pour pouvoir vous soutenir, ces dispositifs régionaux, ces dispositifs d'État, ces dispositifs faits par la communauté de communes, c'est un partenariat communauté de communes, région et tout. Vous êtes éligible, on peut vous faire tenir, on peut vous maintenir la tête hors de l'eau. Et du coup, c'est très honnêtement des jeunes qui étaient avec des porteurs de projets ou qui étaient même pas seulement porteurs de projets, qui étaient vraiment dans des projets construits ou en voie d'être construits, euh, qui ne seraient jamais venus nous chercher en tant qu'interlocuteurs si on n'avait pas été dans une situation de crise. Et là, d'ailleurs, à la limite, je dirais, je suis content parce que finalement, j'ai fait mon rôle d'élu local en permettant justement à mes agents d'aller vers eux. Et finalement, simplement, on n'a pas arrêté, on balançait des messages sur Panneau Pocket, et ce genre de choses, en disant, voilà, il y a tel procédé qui est mis en ligne, vous êtes peut-être éligible si vous avez ça. Et on a un excellent retour maintenant en disant, nom d'un chien, vous n'auriez pas été là, on serait passé à côté de plein de choses. Merci. Moi, je reçois. C'est vrai qu'en tant que président de communauté de communes, quand on recevait une lettre en disant on vous remercie parce que vous avez sauvé 8 emplois, c'est vachement sympa. Ah oui. Oui, parce qu'on sent qu'on a fait notre boulot. Justement, on n'a pas été simplement un élu de politique qui veut se faire voir au niveau des chrysanthèmes, mais on a fait un boulot de terrain au niveau économique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important et c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à développer. C'est-à-dire que justement dans ce côté où on a encore, moi je ne suis pas sur une communauté d'agglo, je suis encore sur une communauté de communes, donc on a encore ce côté un petit peu rural, où on a ce contact, et je pense que à chaque fois que les processus ne marchent pas, c'est parce qu'on oublie le côté humain. Quand on maintient le côté humain avec un contact qui est fait, avec un numéro de téléphone qui est donné, avec un nom qui est au bout du numéro de téléphone, on arrive à faire des choses qui fonctionnent. Et beaucoup mieux que quand c'est une plateforme, on vous dit, voilà, pour être éligible, alors c'est facile, vous allez vous connecter à ça et déjà au deuxième item, de toute façon, le truc ne fonctionne pas parce que vous n'avez pas le bon code APE qu'il faut pour rentrer dans le truc et ça ne marche pas. Alors que quand vous avez quelqu'un au bout en disant, écoutez, voilà, on prend rendez-vous mardi, moi je vais venir vous voir, je vais voir votre dossier, je vais vous donner les éléments et on va faire en sorte que ce soit appuyé. Là, on se rend compte qu'on fait un vrai boulot de terrain qui fonctionne et qui est positif. Merci Yannick pour ce témoignage qui est bien dans le sens effectivement de ce que nous a présenté Claire. Il est 18h31, c'est la fin de cette séance. Merci beaucoup à Claire qui, nonobstant qu'elle travaille à l'échelle européenne, nous a quand même parlé sur fond de drapeau français. Canapé bleu, mur rouge, coussin blanc. Oui, c'est vrai. C'est de l'ingénierie de territoire made in France. Merci, voilà. merci Claire. Je vous invite à connecter, Merci. tant que la séance est ouverte, les liens que Jean-Marc nous propose. Cécile Guillot nous dit merci pour ces échanges. Pour retenir les jeunes en formation post-bac sur les territoires, elle nous propose également un lien sur les campus connectés notamment, encadré par une association de proximité. Je vous invite à regarder dans la partie conversée de votre module. Le CNED propose des BTS à distance sur les territoires, des facultés, des licences. Oui, il y a beaucoup de choses qui existent pour permettre aux jeunes de nos territoires, qu'ils en soient issus ou qu'ils y arrivent, de se former, de s'inventer leur propre avenir, tout en étant soutenus par les adultes dont c'est juste le boulot. La semaine prochaine, Stéphanie Weidenmeyer de Unicité Cantal nous présentera l'action conduite par Unicité dans ce département cher à nos cœurs de ruraliticiens, et notamment des jeunes qui sont acteurs de l'inclusion numérique. Bien avant les conseillers au numérique, le Cantal avait dans ses bus cybercantal des jeunes qui formaient les moins jeunes au prolégomène du numérique. Ça, c'est à vivre la semaine prochaine. Nous serons le 31 mai, pardon, le 31 mai. Donc, rendez-vous avec Stéphanie Weidenmeyer et Unicité. Encore 1000 merci à l'Adré et à Claire Bellet. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.